pense que le projet de Fifkai, il est singulier. Déjà par sa singularité, il est innovant. Parce que je pense que la production architecturale et urbaine aujourd'hui, elle est plutôt... parce que quand on visite toutes les opérations en France, par exemple, voilà, elles sont très similaires. Et nous, il y a quelques années, quand on a fait le concours, quand on est arrivé devant cette friche industrielle qui n'avait aucune valeur patrimoniale en soi, mais qui avait une sorte de valeur spatiale. C'est-à-dire que toutes les halles qui dessinent ce territoire dégageaient une monumentalité, dégageaient des spécialités assez incroyables et que spatialité ou monumentalité qui, je pense, aujourd'hui sont quasiment impossibles à imaginer avec le modèle économique avec lequel on travaille. Donc ce projet devient singulier puisque dès le départ, quand on fait le concours, on dit que la démolition n'est pas un préalable. Et quand on dit cette phrase, elle a l'air un peu simple, fragile, un peu rien du tout. Mais en réalité, elle a été structurante. Avec cette phrase, on a pu se battre depuis ces quelques années, depuis qu'on a été déclaré lauréat du concours. Et aujourd'hui, avec ce patrimoine, qui n'est pas un patrimoine avec un grand P, mais qui est un héritage, qui est transformé, qui permet de préserver l'échelle du site, dessine un quartier un peu différent. Et dessine un quartier où des choses contemporaines, que ce soit les modes d'habiter qui vont arriver, qui sont en train d'arriver, et des choses contemporaines qui arrivent à s'inscrire dans les volumes des halles, comme le lycée hôtelier qui est déjà présent, qui a réutilisé en partie des halles existantes, qui arrive à trouver une forme et des usages assez particuliers, avec un jardin au milieu, le passage couvert qui va devenir, mais qui est déjà un espace public traversant entre une rive et l'autre de Fifkai. Et puis aussi la programmation, c'est-à-dire que le fait d'avoir gardé ces halles aujourd'hui, ou en tout cas nous a permis d'imaginer des programmations un peu innovantes, comme une halle gourmande qui est imaginée, qui est en train d'être mise en œuvre, qui va ouvrir dans quelques mois. Et d'imaginer d'une certaine manière l'avènement d'une ville productive au sein d'un site industriel. Moi j'ai toujours défendu la production en ville, de quelle façon les artisans, les fabricants qui aujourd'hui, que la ville a poussé un peu à l'extérieur de ses limites il y a quelques années ou il y a quelques décennies, quand ils ne sont pas en contradiction avec l'urbain, avec la ville, avec l'habité, pourquoi ne pas les remettre en ville et pourquoi ne pas les retrouver dans une symbiose ou dans un écosystème. Donc aujourd'hui c'est en train de venir. C'est vrai que nous, quand on l'a dit il y a 8 ans ou 9 ans lors du concours, tout le monde nous a regardé avec des grands yeux. Aujourd'hui, ça a l'air plus facile à dire. Mais c'est vrai que nous, on a dit toutes ces choses peut-être un peu trop tôt, et il a fallu se défendre un certain nombre d'années. Et donc l'innovation, elle est en train d'émerger un peu de tout ça, de vraiment tirer parti du site tel qu'il est et de voir de quelle façon il est en capacité de contenir une urbanisation, une urbanité intéressante. Nous, en termes de forme urbaine, on a toujours défendu un skyline très différencié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site, il y aura autant des bâtiments qui montent à 50 mètres. Donc 50 mètres, on peut dire c'est un peu de la grande hauteur pour le logement, que des bâtiments qui sont à R+1, qui sont quasiment de l'ordre de la maison individuelle. Et évidemment, il y a des entre-deux, à R+4, R+6, R+8. Et je pense que tout cela tient du fait à l'inscription dans les faubourgs. On est dans les faubourgs lillois, c'est des petites choses. C'est une ville très horizontale, donc l'idée c'était pas de venir en rupture à ces faubourgs, même si l'usine existante est en rupture, donc ça c'était une chance, mais aussi de la garder était une chance. Mais aussi on a voulu un peu un habitat qui joue un peu de cette coproduction avec l'héritage industriel. Donc ça dessine un skyline très différencié, ce qui permet aussi de déployer sur un périmètre relativement restreint un peu des modes de vie, des qualités de vie, des modes d'habiter suffisamment différents. Moi, je suis partisan, personnellement, un peu de ce que j'appelle, moi, la ville des choix. C'est-à-dire que les habitants, il faut qu'ils aient le choix, à prix égal, d'habiter soit dans une maison, soit au 5e étage, soit au 15e étage, puisqu'ils aiment bien profiter de la vue. Et que ce choix-là, aujourd'hui, il n'est pas donné partout. Jusqu'à il y a peu, toutes les opérations d'urbanisme, elles étaient plutôt dans des épanelages relativement homogènes. Donc, c'est-à-dire que le choix, il était unique d'une certaine façon. Donc il y a cet élément-là, je pense, qui apporte des innovations en matière de logement.
Mais aussi, on a réfléchi, par exemple, à des programmations un peu particulières que nous, on expérimente à Paris et qui marchent très bien. Donc, par exemple, les SOHO, qui sont l'articulation de habiter et travailler, qui sont des programmes qui existent pas mal, évidemment, dans les pays anglo-saxons, mais surtout dans les pays asiatiques, Japon, Chine. C'est pareil, c'est un projet, c'est un concept qu'on a développé maintenant il y a 5 ou 6 ans à Paris. Paris, qui est Paris. À l'époque, ils nous ont tous regardés à la mairie de Paris avec des gros yeux ronds. Et aujourd'hui, voilà, tous les jours, tous les acteurs immobiliers développent des SOHO. Donc à Paris, voilà, les premiers vont sortir dans quelques mois. Et on a proposé qu'il y en ait un certain nombre, notamment sur la cour ouest, à Fives, parce que je pense que, y compris dans ce quartier, il y a la place pour des jeunes ménages qui ont des métiers un peu plus hybrides, qui ont des jeunes enfants ou pas, et qui ont besoin d'avoir un lieu de travail proche de leur maison, où ils peuvent travailler, commencer le travail tard dans la journée, remonter dîner avec les enfants, et puis redescendre travailler tard la nuit. Je pense que ça, c'est les nouveaux modes de vie métropolitains. Et il est vrai que dans la majorité des programmes urbains qui sont développés jusqu'à il y a peu, il n'y avait rien qui permettait à ce type de population de trouver des produits comme ça plus hybrides, où la limite est assez floue entre le travail et l'habiter. Alors qu'aujourd'hui, on le voit tous, on est tous un peu ambigus grâce à nos téléphones, etc. On peut travailler dans le train, dans un café, chez soi ou dans un bureau. Donc en réalité, il y a une sorte de flou qui se met en place. Et je pense que, moi je pense que le SOHO va devenir qu'il faudrait presque aujourd'hui ne construire que des immeubles qui sont réversibles entre lieu de travail et lieu d'habitation et qui développent des qualités un peu similaires. Aujourd'hui, moi je suis assez content parce qu'on commence à apercevoir un peu la qualité de ce projet, même si le projet, on voit que le lycée, le passage couvert. Bientôt, il y a les logements, la première phase des logements qui va être construite. Les chantiers vont démarrer dans quelques semaines. Donc je suis heureux de voir que l'échelle qu'on a posée, finalement, elle est assez juste, même si elle est inhabituelle, mais elle est juste, elle va être puissante, elle va donner, elle va stimuler les quartiers qui sont autour, qui sont évidemment des quartiers, pour certains en difficulté, paupérisés, etc. Pour moi, tous les jours sont des étapes. C'est un projet, de par son innovation un peu continue, fragile, et il est tout le temps fragile, donc attaqué tout le temps, parce que compliqué, parce que c'est pas ce qu'on fait habituellement, etc. Donc je n'ai pas deux grandes étapes, toutes les étapes sont grandes, et j'espère juste qu'on arrive à l'emmener jusqu'au bout avec cette puissance d'échelle, qui à la fin, je pense, permettra de léguer aux futurs habitants, aux Lillois, un quartier qui prendra son envol et qui restera, comme j'espère, un fragment intéressant du Lille du XXIe siècle.